Simon Deben, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous donner une entrevue. Je vais vous laisser vous présenter et puis ensuite on passera à une période de questions. Excellent. Salut tout le monde. Je m'appelle Simon Deben, je suis président et cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Gsoft. Bizarrement, ça fait quand même 12 ans que cette entreprise existe. Je l'ai commencé quand j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, j'avais ma baby face. J'étais encore à l'université, assis dans des salles comme ça. Et à l'époque, juste mettre au clair que quand j'étais jeune, je ne vendais pas de limonade non plus. Je sais que souvent les histoires entrepreneuriales, c'est des gens que, dès la naissance, on le sait, qui vont être des entrepreneurs. Quand j'étais jeune, je faisais du skateboard, je buvais de la bière, on faisait le party. Et à aucun moment dans ma jeunesse, j'ai pensé que j'allais me lancer en affaires. Et un peu plus tard, j'étais allé à l'école, je me débrouillais bien. J'étais allé à l'ETS. J'ai malheureusement pas terminé, donc je tiens aussi à clarifier que je ne suis pas du tout académique. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est plus ce que j'ai vécu, des décisions qu'on a prises beaucoup avec notre guts, qui est revenu, je pense, tout simplement aux valeurs qu'on avait, puis des valeurs qu'on voulait refléter dans l'organisation qu'on a bâtie. Fait que si vous me demandez des théories approfondies, vous allez être très déçus de mes réponses, mais ça ne nous empêchera pas d'avoir des très bonnes discussions. Fait que bref, à 20 ans, lancé Gsoft avec des amis. Contrairement à beaucoup d'entreprises qu'on peut voir peut-être à la télévision quand on regarde Dans l'œil du dragon, des émissions comme ça, les gens ont souvent des idées très claires de ce qu'ils veulent inventer, ce qu'ils veulent bâtir comme entreprise. Ils ont une idée de produit, ils veulent créer une entreprise pour amener ce produit-là quelque part. Initialement, Gsoft, c'est parti carrément d'un idéal. On n'avait pas une idée précise, mais on voyait quelque chose de beau. On ne savait juste pas encore à quoi ça allait ressembler. À l'époque, on voyait les entreprises comme Google, on voyait des bureaux un peu fous qui commençaient à émerger, qu'on voyait dans la Silicon Valley, qu'on voyait très peu au Québec. Et on rêvait un peu de créer un environnement comme ça, de pouvoir créer quelque chose d'aussi pété au Québec. C'était quelque chose qui nous animait beaucoup. Et à la même époque, je regardais beaucoup dans les nouvelles ce qui se passait au niveau des technologies de l'information au Québec. Et j'étais toujours très déçu de la perception hyper négative que les technologies avaient. En 2018, aujourd'hui, les techs, c'est super sexy. Ça fait partie de notre vie. C'est comme plus beau que ce l'était en 2006. Pour moi, en 2006, ça sonnait tapis gris, cubicule gris, humeur grise. Et à chaque fois qu'on entendait parler de projets informatiques, c'était toujours des dépassements de coûts. Ça ne marchait jamais. Les gros projets gouvernementaux qui n'en finissaient pas, puis au final, tu avais un seul bouton, puis ça ne fonctionnait même pas. Et nous, avec nos babyface, à notre première année à l'université, on se disait qu'on pouvait amener un vent de fraîcheur dans cet univers-là, puis faire la différence. C'est fun quand on est jeune parce qu'on est hyper naïf et on se laisse croire des choses comme ça. Et en même temps, cette naïveté-là a fait en sorte qu'on s'est lancé quand même avec la croyance qu'on pouvait amener du changement, puis ramener un peu cette folie-là qu'on voyait de loin dans les coins comme la Silicon Valley, mais ramener ça au Québec et de se donner une chance de faire des trucs vraiment sick dans cette belle province que j'aime beaucoup. Et après ça, les années d'après, c'est beau d'avoir un idéal pour lancer son entreprise, mais ça prend des revenus. Fait que un idéal, ça ne génère pas des revenus. Fait qu'on a pris notre talent informatique de développeur et on est allé donner notre talent au service des entreprises du Québec. Et on a fait ça pendant plusieurs années, ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup. C'était l'apprentissage à vitesse grand V, parce que je tiens à dire que quand tu vends des services informatiques puis tu as une babyface à 20 ans, quand tu cognes à la porte des entreprises, ils ne répondent pas très, très souvent. Fait qu'on a travaillé très, très, très fort pour prendre notre place, gagner des beaux projets auprès des différentes entreprises. Et les premières années ont été, autant qu'on avait un idéal pour démarrer l'entreprise, autant que les modèles mentaux qu'on avait de ce qu'une entreprise devrait être étaient calqués sur l'existant, ce qu'on voyait. Avant Gsoft, j'avais travaillé 2-3 ans chez CGI, une entreprise que je respecte quand même beaucoup, un grand succès québécois que je lui enlève rien du tout.
mais c'était le modèle que j'avais d'une entreprise. Et un peu inconsciemment, on réappliquait ce modèle-là qui faisait partie de pas mal des seules choses qu'on connaissait à l'époque. Et au fil des années, l'idéal qui nous avait animés au départ, c'est comme un peu estompé. Et après quelques années, je dirais 3, 4, 5 ans, on s'est retrouvés à un peu regarder en arrière, regarder GSoft, puis de réaliser on s'était éloigné de l'idéal qu'on avait imaginé au début. On avait une entreprise qui était quand même cool. On avait une vingtaine, une trentaine d'employés, des beaux projets, des revenus, on était profitable. On aurait pu continuer comme ça pendant encore très longtemps. Mais on ne se reconnaissait pas dans cette entreprise-là. On l'avait pas bâti assez à notre image. On ne l'avait pas bâti un peu à l'image de cet idéal-là qui nous animait au départ. Et je ne vous cacherai pas que, autant que c'est l'inexpérience qui nous a amené à faire ces erreurs-là, mais c'est aussi le fait que quand tu as une entreprise, c'est important de se différencier, mais je pense que nous, on avait peur de trop se différencier. On avait peur de se marginaliser comme entreprise. Si on le faisait à notre façon, ça aurait ressemblé à un peu n'importe quoi. On aurait eu peur que les clients nous reconnaissent plus. Je veux dire, si tu parles français, puis l'autre parle une autre langue, puis tu ne comprends pas, c'est difficile de communiquer. Fait qu'on avait peur d'être nous-mêmes et de créer un GSoft que les clients n'auraient pas voulu faire affaire avec. Et après quelques années, on s'est décidé d'arrêter d'avoir peur de faire ça, puis de vraiment bâtir une entreprise à notre image, de faire les folies qu'on avait envie de faire, de créer de se distinguer, de se différencier, puis créer une entreprise qui allait réussir à se faufiler en étant différente. Et c'est ce qu'on a fait. Fait que je l'appelle souvent le grand moment, c'est le déclic autour de 2010. On a 4 années dans le corps, 4 années qui nous ont permis d'apprendre beaucoup, mais après 4 ans, c'était le temps de changer le bateau de direction. Et le GSoft qu'on connaît aujourd'hui a commencé à émerger vraiment à partir de ces années-là. Et puis une multitude de choses qui se sont réalisées pendant ces années-là. Autant qu'avant 2010, on a fait beaucoup de services auprès des entreprises, mais tous nos employés, on les parachutait en clientèle, classique en technologie d'information. Tu embauches des gens, puis tu les parachutes chez les clients. Beaucoup d'entreprises font ça. Nous, on a arrêté de le faire. Fait que soudainement, on a appelé nos clients et on a dit, à partir de maintenant, les projets qu'on va faire avec vous vont se faire dans les bureaux de GSoft parce qu'on veut que les employés de GSoft soient ensemble, bâtissent autant de chimie d'équipe, une expertise et une culture d'entreprise. Ça ne se bâtit pas quand tous les employés sont parachutés ailleurs. C'était au point que les employés ils se reconnaissaient plus auprès de notre client qu'auprès de GSoft. GSoft, c'était le paycheck qui rentrait à tous les 2 semaines. Et au final, dans leur quotidien, il fallait qu'ils s'habillent comme le client veut, il fallait qu'ils agissent comme les clients veulent. Fait que ça dénaturait, ça faisait que la culture de GSoft ne prenait jamais forme. On a commencé à faire confiance aux gens. C'est tough, faire confiance. Faire confiance, c'est comme on le dit souvent, mais faire vraiment confiance. Quand c'est ton petit bébé, ton entreprise, puis là, tu dis à quelqu'un, OK, prends-le. Puis va chez le client, va déployer la solution en production, va pitcher le projet, va. Et ce qui est fun, c'est que quand tu commences à faire confiance aux gens, leur déléguer des choses, ils en demandent encore plus parce qu'ils aiment ça. Puis, quand tu veux scaler une entreprise, je pense que c'est important de réussir à créer une dynamique d'entreprise où est-ce que tu permets, c'est plus rapide d'empower 10 personnes que d'essayer de faire le travail de 10 personnes. Tu as plus de chances d'aller loin si tu apprends aux gens à pêcher que d'essayer de pêcher pour eux à chaque fois. Fait que on a commencé à déléguer plus. Puis même aujourd'hui, je repense au mot déléguer, puis ça me dérange un peu parce que déléguer, c'est comme de dire, en temps normal, c'est moi qui devrais faire ça, mais je te laisse le faire. Fait qu'il y a un aspect à dire déléguer qui me dérange sur le fait que c'est pas de déléguer, c'est juste on se partage le travail ensemble, puis ça donne que je n'essaie pas de m'approprier tous les éléments complexes, puis comme tout fait les choses faciles, comme ça la compagnie n'est pas à risque. On a commencé à faire des folies aussi, on a commencé à faire les voyages GSoft à l'étranger. En 2010, on était assis au steak frites, puis on s'est dit pourquoi l'année prochaine on ne va pas à Las Vegas. C'était une blague au début, la blague est devenue une idée.
On a répété l'idée tellement souvent qu'on a fini par y croire. Et au final, on a annoncé aux employés qu'on partait en 2011 pour le voyage, le temps des fêtes à Las Vegas, qui à l'époque était une folie quand même, que tout le monde nous a dit de ne pas faire. On l'a fait pareil. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition. Depuis 2011, à chaque année, l'entreprise quitte le Québec pour quelque part dans le monde, qui est très souvent autour de l'Amérique du Nord, parce que quand tu pars 3-4 jours avec autant de monde, tu ne peux pas aller en Asie. C'est un petit peu plus compliqué. Puis tu veux continuer tu veux que l'entreprise continue à fonctionner, puis tu veux revenir au bureau assez rapidement. Fait qu'on s'est quand même amusé. On est allé à New York, on est allé à Miami, Punta Cana, Cuba, Cancun. J'ai peur de dire la destination de cette année parce qu'elle est secrète encore. Mais on ne dira pas. Ouais, c'est correct. C'est pas filmé du tout. On a aussi mis en place, il appelle ça des vacances illimitées, mais j'ai fini par pas aimer beaucoup le terme. Vacances illimitées, ça sonne, OK, tout le monde part pendant 8 mois, puis il reste 4 mois pour créer quelque chose. Fait que ça a été, pour moi, les vacances illimitées, c'était plus de dire, on va responsabiliser les gens, on va leur permettre de... En fait, ma logique à moi, c'est qu'on bâtit des logiciels chez GSoft qui sont déployés dans des milliers d'entreprises, dans une centaine de pays, et on laisse quand même énormément d'autonomie aux gens pour faire ça. Et c'est quand même core à notre business faire ça. Je veux dire, si on arrête de faire ça, on n'existe plus. Et on les laisse faire ça, et ça m'apparaît un peu étrange de devoir gérer, micromanager les vacances des gens, quand, de l'autre côté, je suis capable de leur faire confiance pour prendre en charge tout le core de la business. Fait qu'il y avait pour moi de quoi d'hyper illogique là-dedans à ne pas laisser les gens, laisser cette liberté-là aux gens de juste être raisonnable, puis de se parler en équipe. Parce que, OK, tu pars dans telle date, OK, moi je vais partir à telle date. Est-ce qu'on met en péril des clients? Y a-t-il quelque chose qui... Parce qu'on n'est pas contre ça, se reposer, c'est super important, puis tu n'as pas besoin de t'astiner longtemps quand tu veux annoncer que tu as besoin d'aller te reposer. Fait que de les laisser faire ça, pour nous, c'était assez... c'était quand même osé. Encore une fois, on se faisait dire que ça n'avait aucun bon sens. Mais on l'a fait. On a été inspiré d'une entreprise que vous connaissez sûrement tous, qui s'appelle Netflix, qui faisait ça depuis déjà un bout de temps, mais on n'avait pas vu ça encore beaucoup au Québec. Et depuis 2013, on continue à le faire à ce jour. Puis la question qui est posée habituellement, c'est est-ce qu'il y a de l'abus? Honnêtement, pas tant. Puis j'ai pas envie de pénaliser la majorité pour une très faible minorité. Fait que, je veux dire, ça fonctionne très bien pour la très grande majorité des gens. Et je pense que ça redonne aux gens une espèce d'autonomie et de liberté qu'ils ont besoin d'avoir dans leur vie. Comme j'ai besoin d'avoir ma liberté en tant qu'entrepreneur, mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas permettre à mon équipe d'avoir cette liberté-là. Vous pouvez nous faire un court portrait, en fait, de qu'est-ce que vous faites chez GSoft, en fait, exactement? Quelle est votre mission? On a fait beaucoup de choses au fil des années. Donc, tantôt, je vous ai dit, on a démarré comme entreprise de service. Donc, on a une équipe d'ingénierie logicielle. On approche des clients. On bâtit des logiciels pour eux selon leurs spécifications. On a fait ça pendant 11 ans. On a fermé cette division-là l'année passée pour se concentrer uniquement sur nos 2 produits. Le premier, qui a été inventé en 2009, jeté à la poubelle en 2011, recommencé au complet et qui est devenu un grand succès commercial chez GSoft. Ça s'appelle ShareGate. C'est quand même un outil très technique. Je dis souvent que c'est dans une niche, mais c'est vraiment une sacrée grosse niche. Et en fait, on aide les organisations dans l'adoption des plateformes infonuagiques. Donc, historiquement, les entreprises avaient des grandes salles de serveurs, puis il y avait quelqu'un qui gérait ces grandes salles de serveurs-là. Et maintenant, en 2018, les salles de serveurs sont vides. Il y a du foin qui tourne, il n'y a plus rien dans les salles de serveurs. Tout se passe dans ce qu'on appelle le cloud. Et nous, on a bâti une technologie qui permet aux organisations de faire ce passage-là d'un environnement qu'on dit on-prem vers les plateformes infonuagiques dans l'écosystème de Microsoft. Donc, 2 plateformes, Office 365 et Azure. Donc, très niché, très technique,
C'est un produit qu'on vend à une personne dans l'organisation qui est l'administrateur IT, mais qui est essentiel pour lui permettre de faire son travail. Deuxième produit Office Vibe qui est arrivé en 2013. Ultimement, on veut avec Office Vibe aider les gestionnaires à devenir des meilleurs leaders dans les organisations. Et pour ça, on a développé une science autour de l'engagement au travail. Puis comment ça se déploie dans le quotidien? Bien, les organisations, quand ils installent Office Vibe, leurs employés reçoivent des sondages à chaque semaine. C'est 5 questions qui se répondent super facilement, rapidement aussi. Et ça permet à l'organisation d'avoir un écran de bord sur comment les gens se sentent au travail. En fait, l'engagement qui va couvrir plein de facettes du travail. Un peu comme les gens de finance, ils ont des dashboards financiers et depuis très longtemps. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des dashboards sur comment les humains dans mon organisation se sentent. Et nous, on a bâti cette technologie-là qui a beaucoup de succès aussi. C'est un produit qui est né après ShareGate, donc qui n'est pas au même stade de maturité, mais on a beaucoup, beaucoup de succès. Présentement, on est en train de... Un gros client qu'on est hyper fier au Québec, c'est Desjardins. On a les 50 000 employés Desjardins qui utilisent Office Vibe, mais on est aussi dans une centaine de pays utilisés par... On a de l'exterminateur d'insectes en Floride jusqu'à des tech companies de la Silicon Valley, jusqu'à une banque comme Desjardins qui l'utilise. Et la question qui anime souvent les gens, c'est un peu de comprendre en quoi ces deux produits-là coexistent, c'est quoi le lien entre ces deux-là. D'un point de vue industrie, il n'y a absolument aucun lien. D'un point de vue vision de GSoft, la vision de GSoft tourne autour du futur du travail. C'est le sujet qui m'anime, qui m'intéresse depuis déjà quelques années. Les organisations, le travail est en train de changer. La révolution numérique qu'on vit présentement force les organisations à se transformer. Et GSoft a envie de s'inscrire comme un joueur qui va un peu réfléchir, bâtir cette nouvelle mouture d'entreprise-là qui va exister dans les 10, 15, 20 prochaines années. Et pour nous, nos deux produits s'inscrivent dans la construction du futur du travail, mais à deux. C'est comme si on bâtit une nouvelle cathédrale, puis GSoft s'engage à installer des briques. Puis on a ShareGate qui est une brique, puis on a Office Vibe qui est une autre brique. Puis un jour, peut-être qu'on va avoir d'autres produits, mais on ne sait pas. On a décidé d'être une entreprise qui était multiproduit et qui n'est pas nécessairement des produits qui sont totalement liés entre eux. C'est pas, Office Vibe peut se diversifier puis faire plus de choses. ShareGate peut faire plus de choses, mais on est aussi bien avec le fait que nos deux produits sont complètement dans deux industries différentes, mais les deux vont dans le même sens à contribuer à la construction du futur du travail, la réflexion autour de ce que le travail devrait ressembler. Et que les organisations soient dans le cloud, c'est une chose hyper importante pour bien des raisons. Et d'avoir plus de leadership pour les gestionnaires, c'est un autre élément hyper important dans les organisations de demain. Fait que c'est beaucoup de mots pour expliquer ce qu'on fait. Mais on fait encore beaucoup plus de choses que ça même, mais on fait aussi une conférence. Non, mais ça, c'est un autre... pourquoi une entreprise tech ferait une conférence? C'est quoi le rapport? Pas d'argent à faire avec ça. Mais parce que des fois, il faut que tu fasses les choses parce qu'il faut que tu les fasses. Puis ça, c'est d'un point de vue vision entrepreneuriale, on n'est pas assoiffé de revenus dans tout ce qu'on fait. On a des produits qui génèrent des très bons revenus et qui nous permettent de financer d'autres choses qui ne génèrent pas des revenus des fois. Au final, il faut que tu aies des revenus, sinon c'est assez dur de financer des projets. Mais on n'est pas à essayer de mesurer à la scène près tout ce qu'on fait pour être sûr qu'il faut qu'il y ait un signe de pièce derrière tout ça. Fait qu'on s'est lancé l'année passée dans un événement qui s'appelle le Culture Fest, qui est un événement où est-ce qu'on rassemble 500 personnes, 500 décideurs, beaucoup de gens RH, beaucoup de VP, beaucoup de gens qui peuvent être des grands agents de changement dans les organisations. Et journée pour les inspirer à faire du Québec un des meilleurs endroits où travailler dans le monde. Fait que c'est très aligné avec la vision de GSoft, mais c'est un événement. C'est comme un mini C2 Montréal, mais pour la culture
autour de la culture d'entreprise, autour de cette réflexion-là des entreprises de demain. Fait que on est plus qu'une boîte de tech, puis c'est quelque chose que je suis extrêmement fier, parce que c'est sûr que notre nom, G-Soft, software, on est comme collé à l'idée qu'on est tech, mais je suis ouvert un jour à faire de G-Soft, on pourrait, je sais pas, bâtir des produits physiques. Là. Tant que les choses qu'on bâtit sont alignées avec la vision d'organisation, je peux faire n'importe quoi. Quand tu commences à le voir comme ça, ben, il y a tellement de possibilités qui s'ouvrent à toi. Un peu comme Apple, quand ils ont arrêté de s'appeler Apple Computer, ben, ça laisse de la place à des iPhones, des iPods, mais quand tu t'appelles Computer, c'est dur de sortir de ton carcan. Et c'est ce que G-Soft a fait dans les dernières années, d'un peu de sortir de cette idée-là que, vu qu'on est en tech, il faudrait juste faire des techs. Vous dites souvent que le monde du travail est brisé. En quoi est-ce que ça concerne la gestion? La gestion, c'est hyper large. Je peux peut-être parler de pourquoi je pense que c'est brisé. Est-ce que c'est brisé? Est-ce que ça a empêché le monde de fonctionner? Forcément que non. On est là, on a l'air en santé, on a l'air bien. C'est peut-être pas le cas partout dans le monde et pour bien d'autres raisons. Mais je pense qu'en ce moment, on a comme étiré l'élastique à une façon de faire qui, pas que ça n'a jamais fonctionné. Je veux dire, on est là, puis il y a bien des choses qui ont évolué dans les dernières années. Mais on est dans un nouveau monde qui est en train de se construire. Puis, je l'ai dit tantôt, je l'appelle la révolution numérique. C'est les ordinateurs n'ont pas été inventés cette année. Ça a été inventé il y a quand même un certain temps. Mais je pense que cette espèce d'intégration de la technologie dans nos vies, qu'on vit depuis déjà très longtemps, cette année, dans les dernières années, c'est plus flagrant que ça l'a jamais été dans le passé. Cette année, on s'entend dessus que c'était l'année du AI. On parle d'intelligence artificielle à tout. C'est galvaudé partout. Tout le monde parle d'intelligence artificielle. Puis on a raison de parler de ça parce que c'est vraiment en train de se produire. Mais derrière cette idée-là qu'il y a une révolution numérique, on n'a pas le choix en tant qu'organisation si on veut continuer d'exister dans les prochaines années, de repenser nos modèles d'affaires. Bon, le monde utilise souvent ce terme-là, repenser les modèles d'affaires. Puis souvent, pour moi, modèle d'affaires égale, je vais ajuster mon produit, puis je vais le tourner un peu de bord. Pour moi, ça revient beaucoup au niveau de l'ADN des organisations. On doit repositionner l'humain dans les organisations. L'humain qui a longtemps été juste un doer dans bien des métiers. On était valorisé pour nos muscles et notre sueur pendant très longtemps. La technologie prend de plus en plus de place et de plus en plus, on va être valorisé pour ce qui se cache entre nos deux oreilles. Fait que si une organisation veut être capable d'aller chercher ce qui se cache ici, elle ne peut pas utiliser le fouet qui a servi à faire travailler plus vite les gens. Fait que pour moi, les vieux modèles traditionnels de l'entreprise, qui sont beaucoup sur la carotte, puis d'essayer d'optimiser le système, fonctionnent quand c'est quelque chose de plus, disons, clérical, répétitif, des tâches qui malheureusement aujourd'hui vont être de plus en plus remplacées par des robots. Puis on s'entend que robot, ce n'est pas nécessairement une machine physique comme Terminator, mais ça va définitivement prendre de plus en plus de place, puis ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a un shift. Il y a tranquillement une transition qui se fait où est-ce que l'organisation qui veut gagner face à sa compétition dans les prochaines années, les compagnies qui veulent tout casser dans 10-15 ans et avoir du succès, sont celles qui vont avoir réussi à replacer l'humain dans le sweet spot pour aller chercher tout le génie créatif, tout le côté innovation, toute cette capacité qui est assez propre à l'humain et que le robot est très loin de réussir aujourd'hui. Mais l'entreprise qui va réussir à faire ça, c'est celle qui va vraiment avoir du succès dans le futur. Fait que, est-ce que c'est brisé en ce moment? Clairement, ça marche. Juste d'un point de vue global en termes d'engagement, puis c'est pas juste la gestion qui est le problème, mais on s'entend qu'il y a 70% des gens qui sont désengagés au travail. Il n'y a pas juste une cause à ça, il y a plein de raisons pour ça.
Mais je pense qu'on a tous les indicateurs pour dire qu'on peut essayer d'autres choses. Puis, en même temps, ben, si on n'essaie pas d'autres choses, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va essayer d'autres choses puis qui va réussir. Puis, puis dans 10-15 ans, ben, votre entreprise sera juste plus pertinente. Fait qu'on est dans un vraiment, transformation, c'est le terme qu'on utilise toujours en gestion, là, mais je pense que là, c'est transformation plus. Puis je pense qu'on se débrouille bien là-dedans. Je pense qu'on a fait... on a toujours été un peu là-dedans, mais on n'a jamais... un peu la culture GSoft qui est très axée sur les gens. On est de même depuis... Même avant 2010, mais encore plus après 2010. Mais ça nous a pris du temps avant de comprendre dans quoi ça s'inscrivait. Je vais être super honnête avec vous, là. Quand on a décidé de s'occuper des gens et de focusser sur la culture GSoft, je ne savais pas trop pourquoi on faisait ça. C'est comme, tu sais, dans la vie, tu fais des choses inconsciemment, puis à la fin, tu fais « Ah, finalement, c'était pas niaiseux ce que je faisais. » On était pas mal là-dedans. On était comme, il me semble que ça serait juste le fun d'avoir du fun au travail. Mais c'est quoi avoir du fun au travail? Que tout le monde rit tout le temps, puis tu as des clowns qui font des jokes, puis c'est ça le fun au travail? Ou c'est de créer des environnements de travail qui ont tout ce qu'il faut pour aller chercher le meilleur de ce que chaque personne peut apporter, puis qu'il y a une attention genre incroyable de l'organisation à créer ce climat-là. Chez nous, honnêtement, à chaque rencontre, là, honnêtement, on se fait dès qu'il y a des rencontres de direction, de board, nos sujets les plus importants, c'est les gens. Comment les gens vont réagir à ça? Comment les gens... La plupart des entrepreneurs me diraient « Simon, tu perds tellement de temps à parler des gens. » Puis au final, je pense pas que je perds du temps. Je pense que de se soucier des gens a fait en sorte que GSoft aujourd'hui est un grand succès au Québec. On est près de 250 personnes, on a des super bons revenus, on est dans une centaine de pays. Fait qu'il y a quelque chose qui me dit que se soucier des gens fait la différence, puis créer des organisations qui se démarquent. Puis regardez dans le monde, les organisations qui se démarquent le plus, ils ont bizarrement tous un point commun. C'est des compagnies qui se soucient de leurs employés pour vrai, puis c'est pas juste de se soucier pour le fun de se soucier, parce que quand tu as des bonnes valeurs, tu te soucies des gens qui sont autour de toi, c'est naturel. Mais quand tu comprends c'est quoi la logique derrière ça, quand tu comprends que ben, tu vas chercher, si tu crées l'environnement idéal pour les gens, tu vas aller chercher le meilleur de ces personnes-là. Ça va être gagnant-gagnant. Puis je pense que dans la vie, créer des situations gagnantes-gagnantes, ben c'est bon pour tout le monde. Puis je pense qu'on a besoin d'avoir ça dans nos organisations. Prendre des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Moi, je serais curieux de connaître un peu le processus de recherche, développement, innovation chez GSoft. C'est quoi qui est en place pour vous permettre de créer des nouveaux produits, par exemple? C'est une super bonne question. Ce que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est que le succès, c'est un couteau à double tranchant. On a eu énormément de succès avec ShareGate, énormément de succès avec Office Vibe. Puis, quand tu as un succès, ben, l'organisation elle change son fonctionnement pour optimiser ce succès-là. Fait que GSoft est passé d'une entreprise qui n'avait rien. Puis le fait que tu es en mode genre, let's go, on essaie des choses, on crée quelque chose. Fait que c'est un mode très... t'as un instinct d'inventeur, d'innovateur, puis tu veux créer parce qu'il n'y a encore rien. Mais une fois que tu as créé ce succès-là, tu deviens une organisation qui optimise puis qui opérationnalise ça. Le danger de ça, c'est que quand tu deviens ça, tu perds cette volonté de créer quelque chose parce que tu n'as plus le stress d'avoir rien dans ton guts. Ça change la dynamique d'une entreprise. Fait que dans les dernières années, on a été victime de notre succès parce qu'on a réalisé que, je pense que globalement, on a réalisé qu'un produit, ce n'est pas ce qui définit une entreprise. Je pense que ça la définit à un moment dans le temps. Mais dans 10 ans, GSoft va peut-être être défini par d'autres produits. Le problème, c'est que si tu ne commences pas à les bâtir maintenant, bien, ils n'existeront pas. Ils ne vont pas juste apparaître par magie. Fait que ce qu'on a fait en 2015, on a commencé à... Quand je disais qu'on laisse aller un peu notre folie des fois, ben on a lancé ce qu'on appelait à l'époque la G-House.
concept. Il y a des G devant tout ce qu'on a chez G-Soft. Là. C'est G quelque chose, G. C'est comme. Il y a toujours des G. Fait que là, c'était la G-House. Puis on s'est dit comment on pourrait se donner. En fait, ça a parti du fait que je voyage quand même beaucoup. Et à un certain moment, je me suis dit pourquoi je ne pourrais pas partager cette passion-là avec l'équipe. Et fait que là, je suis allé voir mes partenaires et j'ai dit je pense qu'on devrait faire une initiative d'innovation à l'étranger. Et l'idée derrière ça, c'était de sortir les gens de leur zone de confort, de les sortir du bureau, puis de les forcer à travailler sur d'autres choses que le travail habituel. Le danger quand tu es au travail, c'est de rentrer dans ta routine. Tu as des meetings, tu as ton projet en cours, tu as tendance à juste te remettre là tous les matins. Quand tu veux innover, il faut que tu changes de contexte, il faut que tu réussisses à aller creuser à différents endroits dans ton cerveau, à aller toucher à d'autres neurones. Et pour ça, il faut que tu sortes de ton quotidien. Tu prends la même route chaque matin, mais si tu veux commencer à réfléchir différemment, prends une autre route. Puis fais ça pour plein de choses dans ta vie. Et tu vas commencer à aller comme ton cerveau, tu vas le travailler. Je ne sais même pas si c'est prouvé scientifiquement. Là. Moi, j'y crois. Puis rendu là, on verra si c'est vrai scientifiquement. Mais fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué un appartement Airbnb à Barcelone pendant 6 mois. Puis on a demandé aux gens de former des équipes de 6 et de trouver une idée sur laquelle ils allaient travailler pendant 2 semaines. Puis ils portaient un peu un chapeau d'entrepreneur pendant 2 semaines, où est-ce qu'on mélangeait avec des développeurs, des gens en marketing, des gens qui allaient créer possiblement le prochain produit de l'organisation ou la nouveauté au sein des produits existants qui allait peut-être nous donner un nouvel élan. Et Barcelone a été quand même un fiasco. Fiasco, c'est un grand mot. On a un projet qui a vraiment bien fonctionné et qui a remboursé l'initiative au complet. Donc, t'es comme, phew. On a répété l'année d'après la même initiative, mais cette fois-ci, on est allé à Prague. Et à Prague, par exemple, on a inventé le Culture Fest, ça a été inventé à Prague. C'est une équipe G-Soft qui est partie, qui est revenue avec le concept de Culture Fest, avec un line-up de speakers, avec assez de matériel pour dire « Go, on fait le Culture Fest à la TEU de Montréal ». Et ça s'est fait l'année passée, je pense que c'était le 12 avril. Fait mon équipe à moi, on est allé inventer un produit qui s'appelle Lighthouse, qui est je ne veux pas rentrer dans l'explication du produit, mais on a inventé ça. C'est pas devenu un grand produit, mais ça l'a permis de nous amener à la réflexion d'un produit connexe à ça. Tu as une équipe qui est allée inventer un produit qui s'appelait Snooze It. Snooze It, qui était un produit pour... encore une fois, je ne veux pas rentrer dans l'explication, mais Snooze It a amené la réflexion et cette année, on a sorti un 3e produit chez G-Soft qui commence à vraiment aller bien, qui s'appelle Overcast, qui est comme qui a émergé de Snooze It. Fait que la G-House, c'est devenu un peu une espèce de laboratoire d'innovation pour l'organisation. Et c'est facile de juger sur les résultats immédiats, mais pour l'innovation, c'est une série d'étapes, tous en apparence pas bonnes, genre « Ah, on est nulle part ». L'affaire, c'est que si tu te rends quelque part, il faut que tu effaces ces pas-là. Puis les pas pour te rendre à un succès, là, il y en a beaucoup. Puis le succès, il est souvent même pas visible. Fait qu'on s'est donné le droit de se lancer dans l'inconnu, puis de un peu retourner dans notre mindset un peu plus naïf, d'essayer des choses en apparence qui ne fonctionneront pas. Et maintenant, l'innovation, on appelle ça le G-Lab. On a une équipe dédiée à lancer des idées. Fait que tu lances du Spag Homer, puis si ça colle, ben c'est plus méthodique que ça, mais on a des gens dédiés à travailler sur des nouveautés. Puis, innovation, il n'y a pas de secret à ça. Pour créer le produit de demain, il faut que tu acceptes de peut-être pénaliser le produit d'aujourd'hui. Pendant que il faut que tu prennes des gens, tu les fasses travailler sur des choses qui vont peut-être servir plus tard. Mais c'est sûr que quand tu les mets là-dessus, tu vas ralentir d'autres choses. C'est cet équilibre-là qui est dur à avoir. Parce qu'on ne veut pas mettre en péril le succès d'aujourd'hui. On veut comme aller tirer le maximum. Mais l'affaire, c'est que c'est correct de faire ça, mais si tu n'es pas en train de préparer le prochain, une fois qu'il n'y a plus rien ici, là,
c'est un creux, là, tu tombes. Là. Mais c'est un piège qui est facile à tomber dedans. Sinon, on essaie on essaie de dire oui souvent aux gens. On essaie de donner beaucoup de la place aux équipes pour c'est rarement dans le micromanagement, tu vas développer telle affaire. Il y a assez d'espace parce que les gens peuvent justement sortir. Ils ne sont pas dans un cadre fixe. Fait que ça laisse quand même beaucoup de place à l'innovation, à essayer des petites idées. L'innovation, ce n'est pas juste d'inventer le prochain Facebook. Là. La culture d'innovation, c'est de la petite idée à la grande idée. C'est bien plus souvent des petites idées. Merci. Une autre question? Comment vous assurez que le modèle votre modèle d'entreprise reste viable avec les voyages, c'est quoi qu'il y a comme garde-fou, si je peux dire, pour vous assurer que l'entreprise reste une entreprise viable? Bien, c'est sûr. Si vous venez dans nos bureaux, on a un barista à temps plein chez GSoft. On a un café dans le bureau. On a toutes ces belles folies-là qui ont rien. Peut-être au Québec, c'est un peu plus unique, mais c'est pas unique dans le monde. Ça se fait à beaucoup d'endroits. Puis il y a une raison derrière chaque chose qu'on fait. Non, c'est pas. Il n'y a pas un café pour le fun d'avoir un café. Il y a un café au centre du bureau parce que maintenant, on est sur 3 étages puis on voulait absolument créer une circulation constante dans le bureau. Ça reste qu'avoir un café et un barista, c'est un luxe qu'on s'est permis de faire parce qu'on a les moyens de le faire. Et on ne le ferait pas si on n'avait pas les moyens de le faire. Puis pour revenir plus à comment on aligne les gens, puis les garde-fous, c'est un peu la différence entre avoir des procédures pour tout et de donner toutes les chances d'avoir un maximum d'alignement au niveau des valeurs de l'organisation. Des procédures, ça donne l'impression d'avoir un plus grand contrôle. Procédure. Suis la procédure 1, B2, 4, 2. Si ça arrive, telle procédure, si ça arrive. C'est un système hyper programmé, ça. C'est dur, après ça, d'innover. C'est dur c'est dur d'être heureux au quotidien quand ta journée est programmée d'avance. Fait que chez nous, on a depuis toujours jamais voulu rentrer dans un système qui est aussi strict que ça. On a décidé que nous, nos procédures, ça allait être les valeurs de l'organisation. Et on a même créé l'année passée un outil qu'on appelle le Heat Map, qui est un outil, disons, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Non. C'est un outil pour créer les bonnes conversations avec les gens, dans lequel on prend les 4 valeurs GSoft, on les a éclatées avec des sous-critères pour chacune des valeurs, des éléments qu'on juge. Au lieu de prendre une valeur puis d'écrire un gros texte, un gros paragraphe descriptif de ce qu'elle veut dire, on a utilisé des mots-clés qui ont tous une petite description. Et les gestionnaires prennent du temps avec les gens pour discuter de chacun de ces critères-là. Et de voir à quel point, quels sont les éléments qui sont à travailler maintenant ou les éléments qui sont totalement dans... C'est un système de couleurs, là, jaune, rouge, vert. Et l'idée, c'est vraiment de voir où est-ce que à quel point les gens sont alignés par rapport aux valeurs, à quel point les gens vivent les valeurs. Pour nous, les valeurs d'entreprise, c'est est-ce que habituellement, si tes valeurs personnelles fit avec les valeurs d'entreprise, ça va bien. Tu as juste besoin d'être toi-même totalement tous les jours. Si tes valeurs divergent un peu, il va falloir que quand tu viens au travail, tu portes attention à ces éléments-là. Chez GSoft, on a décidé qu'il y avait certains aspects qui étaient valorisés et hyper importants. Et pour nous, ça en est devenu un peu une mesure de performance. Au lieu d'être axé sur tu dois atteindre tant de chiffres de vente ou tant de lignes de code, ou je ne sais pas c'est quoi les métriques, il y en a plein de formes de métriques. Chez nous, le plus important, c'est on croit que si les gens sont alignés avec les valeurs de l'organisation au maximum, il y a des très bonnes chances qu'on se rende très loin et à une très belle destination. Fait que nos garde-fous sont en apparence très flous parce que des valeurs, ça peut être très flou. Mais on a créé des outils pour leur donner quelque chose d'un peu plus, mettre de la viande autour et de donner les outils aux gestionnaires pour avoir. Il n'y a pas de précision là-dedans. C'est pas valeur bâtir ensemble, tu as un 7.4.2. C'est pas aussi
c'est pas, on n'a pas une volonté d'avoir une mesure exacte. On a plus une volonté de créer une conversation autour de mais j'ai l'impression que tu t'isoles dans ton coin et que tu n'as pas envie de bâtir ensemble avec le reste de l'équipe. Tu ne veux pas être dans les discussions d'équipe. Tu veux pas. Et cette discussion-là, on s'assure qu'elle est toujours constante. Puis que le gestionnaire adresse ces points-là, crève les abcès. Fasse en sorte qu'on est toujours en train de se questionner. Est-ce qu'on est tous ensemble alignés avec les valeurs de l'organisation? Et des bonnes discussions, je pense, c'est ce qui manque dans beaucoup d'organisations. Et nous, on essaie de les créer. Puis des discussions comme ça, bien, ça crée des fois des divergences. Bien, en fait, ça fait en sorte des fois aussi que les gens reconnaissent que c'est peut-être pas l'endroit pour eux, GSoft. Justement, à ce propos, est-ce que cette façon de voir les choses, cette façon de travailler, conduit en fait à avoir des employés qui ont un profil particulier, ou est-ce qu'il y a des gens qui quittent parce que vraiment ils ne se font pas à cette façon de faire? Définitivement, oui. Mais, tu sais, je veux dire, on est... juste pour ça, je pense pas. Je pense que c'est une série de choses qui peut... la question est juste voir à quel point on parle-tu du heatmap en particulier ou des pratiques de gestion des de pratiques GSoft? de gestion d'une façon générale. Est-ce que ça conduit à avoir... c'est loin d'être traditionnel. Est-ce que ça conduit à avoir des types d'employés qui répondent à certains profils particuliers? Je dirais que ce qu'on remarque, c'est que c'est très déstabilisant d'arriver dans un environnement de travail qui donne autant de liberté. Avoir autant de liberté au travail, moi, c'est mon rêve. Là. Je veux dire, wow! Genre, j'ai de la liberté. J'aime cette liberté-là, puis j'aime bien l'utiliser, puis j'ai envie de faire des... Mais il y a des gens qui en veulent pas autant de liberté. Ils veulent qu'on leur dise plus clairement quoi faire. Et ces gens-là trouvent difficilement leur place dans l'organisation chez GSoft. Puis c'est bien correct. C'est même pas un... Je pense que les gens qui s'attendent à ce que je leur dise exactement le nombre de vacances qu'ils doivent prendre, je leur dirai jamais. J'ai pas envie de leur dire. J'ai envie de m'entourer de gens sur qui je peux compter, qui vont être capables de prendre cette décision-là tout seul et de le faire correctement. Puis de vivre un peu avec ce flou-là, c'est des gens comme ça que ça prend si on veut bâtir des grandes choses. Les trucs qu'on fait chez GSoft sont quand même... La mission est ambitieuse, les projets ont une grande portée. Ça nous prend des gens qui sont capables d'être autonomes puis de vivre dans un cadre comme ça. Mais justement, le cadre, c'est qu'il y a très peu de cadre. Fait que c'est... Oui. Mais définitivement, puis il n'y a pas une culture, il n'y a pas une recette de culture d'entreprise. Je pense qu'en ce moment, là, si on prenait le monde du travail puis on remixait le monde dans d'autres environnements, tu sais, tu prends ces gens-là, tu les mets dans tel business, tu prends eux autres, tu les remets. Je pense qu'on pourrait créer un bien meilleur monde du travail. Mais il y a beaucoup de gens, je pense, qui ne sont pas à la bonne place dans beaucoup d'environnements. Puis il y a des gens qui préfèrent certains types, d'autres qui aiment d'autres choses. Puis je pense que c'est une organisation qui est saine, c'est l'organisation qui va être capable d'adresser ces cas-là, qui va être capable d'en parler. Puis je pense que d'en parler, mais ça crée un mouvement qui est sain, qui est nécessaire. Puis je ne vous cacherai pas qu'on n'a pas toujours eu ce courage-là comme organisation. On a souvent voulu vraiment plaire à tout le monde. Mais le problème, c'est que quand tu essaies de plaire à 15 personnes, c'est facile. Essaie de plaire à 250 personnes. Tout le monde. C'est impossible. C'est pas... Puis tu sais, une des valeurs de GSoft, c'est « fuck l'impossible ». Puis là, je dis, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Puis il faut, comme organisation, je pense qu'il faut aborder ces sujets-là. Puis de se soucier des employés, mais c'est aussi d'être capable de leur dire que c'est peut-être pas chez GSoft qu'ils vont être heureux. Puis ça prend du courage quand tu es dans un monde où il y a une pénurie de main-d'œuvre en plus. D'être capable d'adresser des choses comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire dans le passé, puis on commence à avoir ce courage-là. Puis je pense que c'est signe de maturité. On a encore le temps pour une question. Ce que vous dites, c'est de la musique à mes oreilles. On devrait vous inviter plus souvent à l'école. Merci. Peut-être pourrez-vous devenir notre consultant privilégié. Néanmoins, je dois constater, en général, sans doute pas chez vous, qu'il y a un déficit de crédibilité et de perception de la compétence chez les gens de ressources humaines. Ça ne semble pas être votre cas.
quels sont vos indicateurs de mesure de l'échec ou du succès d'une approche, d'une politique, d'une démarche? Vous avez parlé tantôt de, j'ai déjà sur ma serviette, alignement des valeurs. Ouais. Et vous avez dit, sans doute avec raison dans votre cas, que plus c'est flou, mieux c'est, parce que c'est pas nécessaire que ce soit tout mesurable. Mais est-il possible de mesurer par des indicateurs assez précis le succès ou l'échec de démarche? C'est une bonne question, parce que c'est quoi le succès pour un GSoft? Est-ce que c'est 100 millions de revenus l'année prochaine? Ou c'est plus d'impact dans le monde? Ou c'est, tu sais, comme GSoft, son succès a déjà été, à tous les mois, on était dans les chiffres, c'est comme, wow, on a eu un bon mois de vente. C'est devenu un jour, tabarouette, notre produit est utilisé par tant de personnes à chaque mois. Fait que ça l'a changé dans le temps. Puis de là à... Après ça, tu vas, mettons, tu rentres dans chacune des équipes. Donc, là, on est au niveau organisationnel, tu vas dans les équipes, bien, comment tu mesures ça? Tu mesures ça individuellement? C'est quoi, est-ce que tu mets des targets à chaque personne ou tu mets des targets par équipe? Bon, pendant un certain temps, on utilisait ce qu'on appelait des OKR, des Objective Key Results, qui était une manière d'aligner l'organisation puis de se mettre des objectifs. En fait, l'organisation met des objectifs avec des résultats clés mesurables. Les sous-équipes mettent des objectifs alignés avec ça, puis ça cascade jusqu'aux gens, jusqu'à la personne même qui a des objectifs pour elle. Ce qu'on a réalisé, c'est que quand les gens ont des objectifs personnels, ben les objectifs d'équipe, ils passent. Fait que si j'ai des objectifs juste pour moi, ben je vais tout faire pour les passer, puis j'ai l'impression que je vais me faire mesurer sur ça. Fait que tu délaisses les objectifs d'équipe. Mais là, on gagne-tu en équipe ou comment ça marche, là? Fait que chez nous, le choix qu'on a fait comme organisation, c'est de mesurer plus le journey, le chemin, que la destination. Fait que quand je dis qu'on est très, très, très focus sur les valeurs de l'organisation, mais pour moi, les valeurs de l'organisation, c'est une manière d'être au quotidien. Puis on croit que si un maximum d'employés de GSoft sont alignés dans ce qu'on a décidé de valoriser, on croit que ça va nous amener quelque part. Puis on est très réticent à dire cette année, il faut absolument générer tant de revenus. À chaque fois qu'on a fait ça, on a déstabilisé l'organisation, puis on a créé une anxiété et un stress qui, au final, a je crois, ralenti nos chances de se rendre à cet objectif-là ultimement. Fait que nous, on focus sur la manière d'être au quotidien, puis on croit que c'est la meilleure façon pour nous d'avoir du succès comme organisation. Et des fois, ça peut peut-être nous amener dans le néant, dans le vide, ou comme des fois, ça peut nous amener très loin. Mais je ne sais pas si ça répond à la question. On a quand même vraiment été, pas poche, mais on est bon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu trop de succès qu'on n'a jamais eu besoin de mettre des grosses métriques super strictes, mais on n'a jamais été là. On dirait qu'on a juste été avec le gros bon sens. Tu sais, comme, hey, on se rend-tu à peu près là, go, puis de là à être précis, puis... Tu sais, mettons, les métriques que je regarde le plus souvent chez nous, c'est Office Vibe. J'ouvre Office Vibe, je m'assure que le NPS il est bon, je m'assure que l'engagement est là, je suis capable de voir les équipes, à quel niveau il y a des enjeux dans chacune des équipes, puis je suis motivé à dire, OK, on va mettre ça en place, je pense qu'on pourrait faire ça. Puis quand je vois ça, quand c'est vert, pour moi, c'est indicateur que l'engagement est dans le tapis. Puis quand l'engagement est dans le tapis, peu importe quoi l'objectif, je sais qu'on va faire de quoi de vraiment écœurant. Tu sais, j'ai pas... Sans nécessairement savoir ce que ça va être. Je sais juste que si les employés sont engagés, c'est très rare que ça ne génère rien de bon. Comme, c'est un non-sens pour moi. Des employés engagés, ce pas des employés qui sont juste heureux. C'est pas juste une question de... Des employés engagés, c'est des gens qui comprennent la mission de l'organisation, comprennent les valeurs de l'organisation, comprennent l'impact que cette organisation-là va avoir, et respectent les collègues,
a confiance en son manager. C'est toutes ces métriques-là, quand c'est dans le vert, wow, sky's the limit. Là. Mais prévoir que ça va être quelque chose de précis, puis de le mesurer à tous les jours, puis de le mettre en face des gens, je suis inconfortable avec ça. Simon, merci beaucoup. C'est tout? C'est tout le temps qu'on a. Merci.